À l'occasion du Festival d'Angoulême, dont vous étiez le président du jury, et vous êtes donc du coup membre de l'Académie des Grands Prix ad vitam, donc président pour toujours, on peut dire. Mais plus pour longtemps, parce que Il y a un Américain qui arrive, oui, un New-Yorkais, Art Spiegelman, qui vous succède. Et il y a eu beaucoup de rééditions chez les Rêveurs, notamment ce très beau Villerupt, 1966. on dit pas, une fois pour toutes, on ne le dit pas Villerupt, Mais on dit Villeru. Villeru. Voilà, donc comme ça, ce sera dit pour tout le monde. On peut peut-être commencer par ce livre, puisqu'historiquement, c'est... Ouais, donc en fait, ce Villerupt 66, en fait, c'est une compilation de mes 3 premiers bouquins qui étaient parus initialement chez Dargaud et chez Futuropolis, mais le Futuropolis historique, celui d'Étienne Rebial et de Florence Sestac. Et ça faisait longtemps que j'avais ce projet-là en tête, dans la mesure où, pour moi, c'est avec ça que j'ai démarré dans le monde de la bande dessinée. Et donc, et en même temps, c'était aussi ma carte d'identité, quoi. C'est là que j'ai posé pratiquement tout ce qui allait être l'univers que j'ai développé par la suite. Et donc, j'avais vraiment à cœur de réunir tous ces bouquins, parce qu'en fait, c'est un seul et même livre, avec des petites histoires complètement différentes les unes des autres, mais toujours est-il que c'est un seul et même livre. En fait, c'est un portrait de groupe, donc de jeunes, d'un groupe de jeunes de la classe ouvrière dans les années 60. Il y a 300 pages. Il y a 140 pages d'un bouquin de mon premier album qui s'appelait Cake & Blues, qui était sorti chez Dargaud à partir de 1984, je crois. Primé à Angoulême. Primé à Angoulême, ouais, le prix du meilleur premier album. Et puis ensuite, dedans, il y a un album qui s'appelle La piscine de Micheville, qui s'appelle toujours La piscine de Micheville, et qui était une compilation de petits récits que j'avais édité dans Pilote à l'époque, donc à partir de 83, je crois, pour me faire la main, comme m'avait dit Guy Vidal à l'époque. Et ensuite, le troisième bouquin, ce qui s'appelle Vive la classe, qui est quasiment un bouquin qui est passé à la trappe, dans la mesure où le jour où, quand il est sorti chez Futuropolis, c'était, je crois, un des tout premiers livres en couleur d'Étienne Rebial, de Futuropolis. Et il est sorti une semaine après, Futuropolis faisait faillite. Donc du coup, voilà, c'est resté chez les libraires. Ça s'est jamais quasiment, ça s'est pas vu. C'est un livre qui a continué d'exister, mais alors quasiment moribond depuis plus de 20 ans. Et donc là, j'ai profité de l'occasion pour réunir ce que moi j'appelle mon cycle Cake & Blues, à savoir, en gros, c'est ce portrait, donc, comme je le disais, de la classe ouvrière, de jeunes de la classe ouvrière dans les années 60. Voilà, maintenant, ça fait un seul et même bouquin. À l'intérieur, il y a également un DVD qui a été réalisé par un film d'une heure qui a été réalisé par Jean-Luc Muller à propos de mon travail et qui s'appelle Génération Baru. Et ma foi, c'est un objet dont, c'est un des effets collatéraux du Festival d'Angoulême qui m'a permis donc de réaliser ce livre. Voilà, j'en suis très très heureux. Alors, est-ce qu'on peut revenir au début justement? Et d'abord, il y a une particularité dans le parcours de Baru, c'est qu'au départ, vous étiez auteur de bande dessinée à mi-temps, si on veut, puisque vous aviez un autre métier. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que c'est assez original? Ouais, je ne sais pas si c'est original, parce qu'il me semble qu'il y a aujourd'hui encore beaucoup d'auteurs de bande dessinée qui, pour pouvoir faire les bandes dessinées, travaillent à côté de manière à pouvoir bouffer correctement, quoi. Parce que c'est vrai que le métier d'auteur de bande dessinée aujourd'hui n'engraisse pas franchement son bonhomme, quoi. Et non, moi il se trouve que c'était d'abord mon métier. Mon métier, c'est professeur d'éducation physique et sportive, comme on disait à l'époque, d'une manière un peu pompeuse. Et ça a été mon métier pendant 20 ans. Et j'ai arrêté de le faire tout simplement parce que au tournant des années 80, donc à la fin des années 80, 90, 91, j'ai eu une proposition donc d'un éditeur japonais qui s'appelle toujours Kodansha, et pour qui j'ai donc réalisé un bouquin qui s'appelle L'autoroute du soleil. Et là, c'était plus possible de mener de front à la fois mon travail, mon métier de prof de gym, et j'allais dire ce luxe que je me payais en faisant des bandes dessinées à côté de ce travail-là. Puisque c'est une BD de 400 pages, il faut rappeler. Oui. Donc là, j'ai dû franchement m'arrêter de travailler, de faire le prof pour me consacrer exclusivement à la réalisation de ce bouquin qui m'a quand même pris presque 3 ans. Et au niveau de la formation, ça a été important aussi, ne serait-ce que par rapport à... Parce qu'on le dit peu, on le sait peu, mais être prof de sport, ça veut dire étudier l'anatomie. Ah oui, donc oui. pour le dessin, c'est très important, évidemment. Et puis il y a aussi la sociologie du sport, qui est une matière, je pense, qui a été déterminante, même s'il y avait déjà probablement une conscience politique. Oui, moi c'est la sociologie tout court qui a été déterminante pour moi. C'est-à-dire que même en dehors du fait que je m'y intéresse de par mes études, j'avais
j'avais une veine sociologique, ça m'a toujours ça m'a toujours intéressé, tout simplement parce que c'est là-dedans que j'y ai trouvé les outils pour penser le monde comme il va et surtout pour penser ma propre trajectoire. Donc partant ça plus l'anatomie, donc la maîtrise du corps humain, la maîtrise de la mécanique humaine, ont fait que moi j'ai abordé le dessin en autodidacte, hein, bien sûr, mais j'allais dire avec quand même cet avantage-là, quoi. C'est que je savais comment un bras se plie. Ça a l'air de rien, mais il y a aujourd'hui des gens qui dessinent très très bien, mais qui ne sont pas fichus de plier un bras correctement, quoi. Hein, un bras, ça a un coude, et ça commence à une épaule, avec un poignet. Et il faut juste savoir une chose toute bête, c'est que la mécanique humaine, elle est comme ça, pas seulement l'humaine d'ailleurs, la mécanique animale, c'est qu'on est toujours sans arrêt en opposition. Quand le bras droit s'avance, la jambe droite recule. Et bien sûr, l'inverse de l'autre côté. Et quand on court, ben, ma foi, il faut juste tenir compte de ça. C'est faire en sorte que quand il y a une jambe droite qui part devant, ben, le bras droit va partir derrière. Et à partir de ça, vous savez décider. On parle du mouvement, il y a aussi un thème important dans beaucoup de livres, c'est la cavale. Et Oui. est-ce qu'on peut y voir justement, de manière un peu pompeuse, une métaphore du déplacement social? C'est-à-dire comment est-ce qu'on quitte ses origines pour évoluer dans la société, pour avancer? Mais c'est pas pompeux, Bon, ça cher va, alors. Benoît. C'est tout à fait, c'est l'évidence. Moi, la question que je traite dans tous mes livres depuis le début, c'est la question du déplacement social. Dans le temps, on disait ascenseur social. La cavale, c'est un thème de polar au départ. Oui, c'est la un thème fuite, quoi. c'est un thème de polar, mais à mon avis, je ne l'ai pas pris parce que c'était un thème de polar. En soi, le polar ne m'intéressait pas en tant que genre, hein. Moi, ce qui m'intéressait, moi, j'aime le polar parce que je trouve que c'est la littérature du monde contemporain. Et c'est le polar qui traite du monde comme il va, quoi. Et partant, moi, plus que le polar, je dirais le roman noir, quoi. Et donc, moi, je pense que je suis un auteur de bande dessinée noire, au sens où je m'intéresse à la manière dont marche le monde. Et j'utilise pour ça, donc, j'allais dire, des métaphores, et notamment celles pour signifier le déplacement social. Moi, j'utilise donc le déplacement géographique comme métaphore du déplacement social. En gros, c'est une invitation à un personnage de quitter l'endroit où ils sont, échapper au déterminisme qui les confine dans ces endroits-là, pour aller voir ailleurs, parce que l'herbe est plus verte, et puis après tout, éventuellement revenir, mais revenir plus riche de ce déplacement qui a été fait, quoi. En gros, c'est aussi mon parcours, c'est celui-là. C'est que moi, je suis fils d'ouvrier, j'ai quitté la classe ouvrière parce que j'ai fait des études, parce que je me suis doté des outils pour y parvenir, et après, maintenant, avec mon travail, je reviens vers elle, tout simplement plus riche que je n'étais en partant, de manière à contribuer, j'allais dire, un peu à son enrichissement personnel. À partir du moment où vous prenez des fils d'ouvriers et que vous en faites des personnages de romans, je pense qu'il y a quelque part là une tentative, en tout cas, pour accéder à une forme de dignité. Dans le dernier livre qui est sorti donc, il y a quelques mois, Fait péter les basses Bruno, on retrouve encore une fois ce thème de la cavale. Plus anecdotique. Plus, d'une manière plus anecdotique. Et puis il y a aussi, toujours en arrière-plan, une actualité très contemporaine. Alors, l'autoroute du Soleil, c'était la montée du Front National. Ouais. Noir, ça poursuit également. C'était dans la foulée. L'enragé, c'était la question, j'ai dit, comment est-ce que c'est la question des banlieues, c'est-à-dire des gamins qui n'arrivent pas à s'insérer dans le monde moderne. Et donc celui-là qui est... Là, il est clairement question de l'Afrique. Ouais. Et donc, en fait, disons qu'un des personnages de cette histoire est un immigré clandestin, qui vient en France pour essayer de jouer au football, et qui va se prendre la réalité de la France dans le nez, dans la figure. Et en gros, mais c'est que à cause de cette situation-là, et puis j'allais dire que ce jeune-là a raison. Et les autres, c'est les autres qui ont tort. Et parce que les autres ont tort, il va réussir, rien que par le simple fait d'être là, à foutre le bordel dans un endroit où on ne l'entendait pas, quoi.